Donc, le troisième cours, si vous avez des problèmes par rapport au sang, il faut le signaler. Donc, le troisième cours, il va porter sur l'endoscopie digestive. Qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les indications de cette endoscopie? Donc, comme objectif, il faut connaître les différents types d'endoscopes qu'on utilise actuellement, les indications des endoscopies et bien sûr connaître les différentes contre-indications de ce geste qui reste un geste invasif, hein, même à visée diagnostique. Vous allez voir quelques complications qui sont liées à l'endoscopie. Donc, c'est quoi l'endoscopie? Est un terme générique grec. Il veut dire quoi? Il veut dire c'est regarder dans quelque chose. Donc, regarder dans quelque chose. Donc, endo, c'est dans, et scopien, c'est regarder. Et l'endoscopie, l'illumination et l'inspection des cavités naturelles des organes creux du corps humain à l'aide d'un endoscope spécial. Donc, l'endoscopie digestive a pour but l'abord instrumental non chirurgical du tube digestif par les orifices naturels. Donc, pour les endoscopies hautes, on passe par la bouche et pour les endoscopies basses, on passe par l'anus. Donc, on n'a pas besoin de faire d'opérer le patient pour aller explorer l'œsophage ou bien l'estomac. Donc, on laisse toujours maintenant avec l'apport d'endoscopie, la chirurgie est dédiée surtout à un traitement chirurgical et on fait pratiquement plus de chirurgie à visée diagnostique qu'on appelle de laparotomie exploratrice parce que le matériel d'endoscopie a bien évolué dans le temps. Donc, c'est quoi l'histoire de l'endoscopie? Donc, voir à l'intérieur du corps humain pour en observer les anomalies fut depuis déjà un idéal de recherche par les médecins. On pratiquait auparavant les autopsies pour essayer de comprendre pourquoi tel ou tel patient est mort par rapport à des pathologies X. Donc, il était beaucoup plus ambitieux d'explorer visuellement les cavités accessibles du vivant, du malade. Donc, il y avait plus d'intérêt d'aller voir ce qui se passe, pas après la mort du patient, mais de son vivant. Donc, les explorations visaient les fosses nasales, les oreilles et les cavités vaginales. Donc, le spéculum, donc, qui est utilisé jusqu'à maintenant en gynéco. Donc, on trouve la mention de ce spéculum 600 ans avant Jésus-Christ dans le traité de Socrate. Les premiers pas de l'endoscopie remontent à l'Antiquité grecque, à l'époque d'Hippocrate. Les premiers endoscopistes, c'était les urologues. Donc, d'ailleurs, ils ont gagné un prix en 1853 parce qu'ils ont pu explorer, fabriquer un urétroscope et qu'ils ont pu explorer quelques centimètres des voies urinaires. Et l'étape suivante, c'était le tour des ORL, donc Manuel Garcia, donc en 1840, et c'était un chanteur et professeur au conservatoire de Paris. Par la suite, un chirurgien allemand, c'est un chirurgien qui a ouvert la voie aux gastrologues pour explorer quelques centimètres de l'œsophage. Mais l'idée d'aller plus loin, c'était par rapport à Monsieur Adolphe en 1868. Donc, il assistait à un spectacle de la valeur des sabres. Donc, chez les fakirs, donc ça existe même pour aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Les fakirs, c'est les avaleurs de sabres qui a eu, après avoir assisté à ce genre de spectacle, il s'est posé la question pourquoi ne pas fabriquer un tube et aller voir ce qui se passe dans l'œsophage. L'estomac, c'était un peu difficile. Donc, c'était un matériel rigide qu'on mettait quand le patient était en position assise. Vous ne voyez pas les diapos, mais j'ai partagé mon écran. J'ai pas de solution, hein? Donc l'écran est partagé.
Donc, le patient était en position assise et on faisait introduire le tube, la tête en hyperextension vers l'arrière, et on introduisait le tube dans l'œsophage. C'était vraiment un geste de torture. Docteur, on ne voit pas, je ne sais pas. C'est quoi le traitement instrumental? C'est pas le moment, tu laisses tes questions à la fin. C'est pas la peine de poser des questions. Donc, je ne sais pas, j'ai partagé mon écran. Il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas mes diapos. Est-ce que c'est valable pour tout le monde ou pas? Arrêtez le partage, je vais essayer de repartager mon écran. Est-ce que c'est bon? C'est bon, on voit. Donc, pour les questions, vous les posez, mais je ne vais pas répondre tout de suite. Je laisse toutes les questions à la fin, pour ne pas perdre de temps. Donc, on a parlé d'endoscopie. Donc, c'est M. Adolphe en 1868 qui a eu l'idée de fabriquer un tube qui lui permettait d'aller explorer quelques centimètres de l'œsophage et un peu d'estomac. Mais c'était vraiment pas évident parce que c'était une salle de torture. Donc là, vous voyez, après, on a essayé de faire des endoscopes flexibles, mais ça restait toujours un examen pénible pour les patients. Donc, vous voyez que deux infirmiers tiennent le patient, le médecin, l'un d'eux ouvre la bouche, le troisième fait passer le tube à travers la bouche, donc c'était pas évident pour les patients. Maintenant, avec la technologie, on a pu avoir des tubes plus flexibles et des images qui sont projetées sur un écran grâce à une caméra qui se trouve à l'extrémité distale de votre endoscope, qui permet de transmettre les images à l'endoscope, aux écrans. Maintenant, pour la fibroscopie œsogastro-duodénale, on ne dit plus fibroscopie, on parle d'endoscopie digestive haute. Donc, j'ai gardé ça, parce qu'auparavant, on appelait ça fibroscopie œsogastro-duodénale. Maintenant, on dit endoscopie digestive haute et endoscopie digestive basse. Donc, c'est quoi? Quel est l'intérêt de cet endoscope? Donc, l'endoscopie haute permet l'exploration du tractus digestif supérieur jusqu'à deuxième ou troisième duodénum. Donc, on peut aller jusqu'à le troisième duodénum. Vous savez que le duodénum, c'est un cadre qui est fixe, donc on peut aller jusqu'à le troisième duodénum pour aller voir ce qui se passe. Et vous avez deux types d'endoscopes. Vous avez les endoscopes, les fibroscopes, les endoscopes électroniques ou vidéoendoscopes, et vous avez deux types d'endoscopes. Il y a les endoscopes à vision axiale, là on voit directement, donc quand on progresse, on voit ce qui se passe devant nous, ou il y a d'autres endoscopes qui ont une vision latérale, donc la caméra, elle est sur le côté. Donc on ne peut pas voir ce qui se passe devant nous, mais on voit latéralement, et vous allez comprendre pourquoi ce deux types d'endoscopie. Donc voilà un endoscope, donc introduction par la bouche, donc vous voyez qu'il est flexible, hein, donc là il est flexible, donc on peut faire ce qu'on veut avec cet endoscope. Donc là il est introduit par la bouche, donc on demande au patient d'avaler si le patient est fait à vif. Maintenant la sédation, donc c'est des patients qui sont endormis, donc c'est pas une anesthésie générale, mais c'est une sédation qui permet
à l'opérateur d'être à l'aise dans son travail et qui permet au patient de dormir le temps de cette exploration. Bien sûr, il faut à chaque fois passer par une consultation pré-anesthésie, mais ça commence à se généraliser ici chez nous, parce que l'examen, il n'est pas douloureux, mais il est désagréable. Donc, on passe à travers la bouche. Vous avez la bouche de Killian. Donc, vous poussez votre endoscope, vous êtes dans l'œsophage, puis l'estomac, donc la grosse tuberosité, la grande courbure, la petite courbure, et le pylore. Et à travers le pylore, on peut passer dans le duodénum. Donc, vous voyez que l'extrémité distale de l'endoscope, il y a une caméra, il y a une source de lumière, donc qui permet de projeter de la lumière pour bien voir ce qui se passe dans l'estomac ou bien dans l'œsophage. Ça, c'est une colonne d'endoscopie actuelle, donc c'est du matériel dernière génération. Donc, vous avez l'écran de l'endoscope, vous avez le processeur, et là, vous avez une développeuse de photos où on peut enregistrer un DVD et les tubes. Chaque colonne possède un tube pour l'endoscopie basse et un tube pour l'endoscopie haute. Et au niveau de la partie supérieure de l'endoscope, on a des valves. Donc, le numéro 4, ça permet de faire passer les instruments, par exemple, pour faire des biopsies ou bien pour faire une résection de polypes ou bien la dilatation. Donc, vous a parlé docteur Gilmami. Donc, on fait passer le fil guide à travers le bouchon d'un numéro 4. Pour le numéro 1, vous avez les mallettes qui permettent à l'endoscope d'aller à droite, à gauche, en haut et vers le bas. Pour le numéro 2, ça permet d'insuffler de l'air. Donc, si vous ne mettez pas de l'air, donc vous ne pourrez jamais progresser dans un tube digestif. Vous savez que l'œsophage a une pression négative. Donc, il faut mettre de l'air pour qu'il s'ouvre et vous pouvez par la suite progresser dans l'estomac. Et on a une troisième qui permet d'aspirer tout ce qui est liquide. Si le patient, il y a des liquides ou bien il y a du sang, on peut l'aspirer, faire aspiration et lavage. Ça permet de faire une aspiration et un lavage. Donc, voilà les différents endoscopes. Donc, ça, c'est un endoscope à vision axiale. Donc, vous voyez que là, c'est les deux lampes. Derrière, c'est le caméra. Et le troisième, je vous ai montré le canal opérateur. Et voilà, vous avez, ça, c'est une anse qui permet de faire des résections de polypes. Donc, vous voyez que ça ressort axialement, toujours vers la lésion. Une vision latérale, donc vous voyez que le caméra, même l'instrumentation sort latéralement. Donc là, on a caméra et les deux lampes qui permettent d'explorer. Là, l'intérêt, c'est, on va le voir quand on va parler de la CPRE, la cholangiographie, cholangiographie per-endoscopique. Là, on le fait quand on fait une CPRE. Quelles sont les indications de cette endoscopie haute? Donc, examen de routine. Donc, l'indication, il ne faut pas être gastrologue pour poser l'indication d'une endoscopie. Tout médecin généraliste ou bien un médecin d'une autre spécialité peut poser l'indication d'une endoscopie. Bien sûr, il faut respecter les indications. À quel moment on fait cette endoscopie? Donc, devant toute symptomatologie ou affection nécessitant l'exploration de tubes digestifs supérieurs, les troubles dyspeptiques, c'est quoi? Donc, c'est des symptômes, donc une lourdure, le patient des épigastralgies, tout ça est une indication à l'endoscopie. Les douleurs abdominales typiques ou atypiques, quand on est orienté beaucoup plus vers l'estomac, grâce à votre interrogatoire, donc avant de faire une endoscopie. Donc, bien sûr, il faut poser des questions aux patients pour essayer de déterminer est-ce que vraiment c'est une indication à l'endoscopie ou pas. Les hémorragies digestives,
Bon, hématémèse, méléna, je pense que vous connaissez les définitions. Pour les hémorragies, vous allez voir ça en détail lors des TD qu'on va programmer. Une dysphagie, quand vous avez une dysphagie, docteur Guilmami vous a parlé des dysphagies liées aux troubles moteurs. Mais avant d'aller vers les troubles moteurs, il faut toujours éliminer un problème organique. Et comme elle a dit, on a la hantise des cancers, que ce soit cancer de l'œsophage, cancer du cardiaque ou de l'estomac. Donc, en cas de dysphagie, il faut, premier examen, c'est l'endoscopie. Et même en cas d'hémorragie digestive, que ce soit elle est déclarée par hématémèse ou méléna, donc il faut faire une endoscopie haute, même pour le méléna, même s'il est extériorisé par voie basse. Mais n'oubliez pas, le méléna, on peut l'avoir en cas d'atteinte de tractus digestif supérieur, le grêle et le côlon droit, on peut avoir un méléna. Donc, quand vous êtes devant un méléna, donc il faut toujours commencer par une endoscopie haute avant de poser l'indication d'une endoscopie basse. Dépistage dans certaines pathologies néoplasiques. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, une polypose adénomateuse familiale, donc on fait une endoscopie pour rechercher est-ce qu'il y a aussi des polypes dans le duodénum. Quelles sont les contre-indications de cette endoscopie? Donc, il faut savoir une chose. L'endoscopie haute est contre-indiquée. Donc, on ne peut pas poser l'indication d'une endoscopie en présence d'une perforation digestive. C'est une contre-indication absolue. Pas d'endoscopie. Donc, perforation digestive, pas d'endoscopie. Un estomac plein, on ne fait pas. Donc, vaut mieux reprogrammer le patient quand il faut rester à jeun, ou bien, parce que le risque, c'est quoi? C'est la pneumopathie d'inhalation. Vous faites, parce que la position, c'est une position décubitus latéral gauche. Donc, vous faites un patient qui n'est pas à jeun, et on risque d'avoir un contenu dans l'estomac qui passera dans les poumons. Donc, le patient vient pour une symptomatologie banale, donc épigastralgie liée à une gastrite ou à un ulcère, il ressort ou bien il ressort pas, il est évacué en réa parce qu'il fait un syndrome de Mendelssohn qui est le risque de pneumopathie d'inhalation. Donc, en cas de perforation, on ne fait pas, c'est une contre-indication absolue. Estomac plein, donc vaut mieux arrêter, même si même le patient vous dit que ça fait 24 heures que je n'ai pas mangé. Si vous rentrez, vous trouvez un estomac plein, vaut mieux arrêter votre examen, reprogrammer le patient plus tard. Il y a certaines situations où l'endoscopie reste difficile, c'est le diverticule de Zenker. C'est une poche qui se développe au niveau de l'œsophage supérieur, carrément une poche. Donc, vous voyez, là, c'est la bière et là, c'est une poche. Donc, si vous poussez rapidement votre endoscope, vous pouvez tomber sur cette poche et le risque, c'est quoi? C'est la perforation. Donc, faites attention à ça. Donc, maintenant, pour les contre-indications liées au terrain, une insuffisance cardiaque ou respiratoire décompensée, là, avant de faire une endoscopie, donc, il faut demander un avis au médecin traitant. Donc, s'il suit chez un cardiologue, c'est au cardiologue ou bien pneumologue s'il a une insuffisance respiratoire de vous donner l'accord pour cette endoscopie, parce que l'endoscopie est considérée comme une épreuve d'effort. Donc, on peut aggraver cette insuffisance cardiaque ou là être à l'origine d'une complication. En cas d'état de choc, l'endoscopie, elle est contre-indiquée aussi. Il faut traiter cet état de choc. Donc, même si cet état de choc est lié à une hémorragie digestive, il faut le traiter, pas le faire du remplissage, stabiliser le patient. Une fois que le patient est stable, donc à ce moment-là, on peut aller faire notre endoscopie tranquille. En cas de trouble de la conscience chez un patient non intubé, tout patient qui présente un trouble de la conscience, il doit être fait sous cette intubé. On doit intuber le malade, donc protéger les voies aériennes, et on peut faire notre endoscopie. Donc, voilà les différentes contre-indications qui interdisent l'utilisation, l'endoscopie digestive chez les malades.
L'âge avancé n'est pas une contre-indication. On peut faire une endoscopie à un enfant qui est né, qui a un âge de quelques minutes, quelques heures, jusqu'à un âge extrême. De moment où on n'a pas C3, insuffisance cardiaque, état de choc, trouble de la conscience ou bien une perforation, on peut le faire à tout âge. Les troubles de l'hémostase ne sont pas une contre-indication à l'endoscopie, mais ne permettent pas de réaliser des biopsies. Donc, le geste en lui-même, on peut le faire. Donc, ça pose aucun problème de faire une endoscopie, mais pour aller faire un geste diagnostique, par exemple, faire des biopsies ou bien faire des résections. Donc, il y a plein de gestes qu'on peut faire. On doit absolument vérifier est-ce que le patient présente des troubles de l'hémostase et discuter au cas par cas par rapport au patient et par rapport aux gestes qu'on veut faire. Donc, voilà le déroulement de l'examen. L'endoscopie est faite chez un malade. Il faut qu'il soit à jeun. Donc, on parle de minimum de 6 heures. N'ayons pas fumé parce que c'est le brouillard. Hein. Donc, c'est le fume, c'est le brouillard dans l'estomac et vous ne verrez rien. En décubitus latéral gauche, donc on peut le faire position dorsale, mais la meilleure position, qui est une position de sécurité, c'est position décubitus latéral gauche. La durée, l'examen dure en moyenne moins de 10 minutes, oui, même si le patient est fait sous sédation, donc c'est la sédation, le temps d'endormir le patient qui est lent, mais une fois qu'on est dans l'estomac, si on fait juste un geste diagnostique à la recherche d'ulcère ou de gastrite, c'est moins de 10 minutes. Maintenant, si l'objectif de votre examen est d'aller, par exemple, faire des biopsies, ou faire des dilatations, ou faire des résections de polypes, à ce moment-là, on prendra un peu plus de temps. Bon, la prémédication, on peut utiliser une anesthésie locale, c'est de la xylocaïne gel. Donc, on peut la donner au patient. Quand il fait du gargarisme, puis il avale, ça permet d'anesthésier plus ou moins la partie haute. Et si le patient est anxieux, on administre un calmant 30 minutes avant l'examen par voie veineuse. Ou bien l'endormir carrément avec la présence d'un réanimateur ou bien d'anesthésiste qui va gérer ce volet de sédation. Donc, afin que le gastroentérologue se concentre beaucoup plus sur son geste. Donc, la prothèse dentaire mobile doit être enlevée. Donc, s'il a une prothèse mobile, donc on doit l'enlever parce que c'est quoi le risque? C'est qu'il peut avaler ce dentier. Donc, on aura un travail de plus, c'est d'aller chercher cette prothèse. Donc, et pour protéger l'endoscope, bien sûr, contre les dents, parce que si l'endoscope il coûte cher, donc si le patient mord l'endoscope, c'est 300 à 400 millions qui partent hagdek. Donc, on met un cale-dent, donc on lui place un cale-dent pour mettre en sécurité notre endoscope. L'endoscope est introduit doucement en demandant au patient de déglutir ou de fléchir le cou. Soit on lui demande d'avaler, ou bien on fléchit le cou et on fait passer l'endoscope. La salive ne doit plus être avalée, mais doit être coulée dans l'haricot. Ça, quand le patient est fuit à vif, hein, donc il n'est pas endormi, donc on lui demande de ne pas avaler sa salive et laisser couler sa salive dans l'haricot. Et je l'ai dit, l'examen est désagréable, mais il n'est pas douloureux. Bon, il y a des patients qui supportent, il y a des patients qui ne supportent pas. Heureusement qu'on a cette option de sédation. L'alimentation ne pourra être reprise que 30 minutes plus tard du fait de l'anesthésie locale. Maintenant, si vous utilisez de la xylocaïne pour anesthésier la partie supérieure, donc là, c'est après 30 minutes. Maintenant, si c'est une sédation, il faut compter 2 heures de temps. Après franchissement de la bouche de Killian, donc la bouche de Killian, elle est là. Donc, une fois qu'elle est dépassée, donc voilà les cordes vocales quand on introduit l'endoscope. Donc, on tombe sur les cordes vocales, on les voit en face. Donc, nous, on passe derrière. Donc, on passe derrière. Donc, à travers le sinus piriforme, donc on pousse l'endoscope, met l'endoscope ici, on demande au patient de l'avaler ou bien on pousse notre endoscope et on tombe sur une muqueuse qui est
plus ou moins rosé, c'est l'œsophage. Vous mettez de l'air et vous faites une progression progressive et c'est pas la peine d'aller très vite. Donc 15 minutes des arcades, 15 cm des arcades dentaires, la muqueuse œsophagienne apparaît blanchâtre. Donc voilà, donc elle apparaît en balle. Par la suite, elle va changer de couleur. Par la suite, une fois qu'on arrive au niveau du cardia, donc vous avez toute la longueur de l'œsophage et vous avez le cardia muqueux. Et si vous poussez, vous allez tomber, vous allez être dans l'estomac et on va être tombé sur la partie phendique. Donc, on différencie la partie phendique de la partie antrale. La partie phendique, on a ces plissements qu'on appelle plissements phendiques qui sont réguliers. Donc, on cherche les lésions. Est-ce qu'il y a une lésion? Est-ce qu'il y a la couleur a changé? Est-ce qu'ils sont boursouflés? Il y a de l'œdème, il n'y a pas d'œdème. Et une fois qu'on est dans la partie phendique, donc après exploration, on descend plus bas et on tombe sur la partie antrale. Comment on reconnaît l'antre? C'est à travers, parce qu'on va voir en face le pylore qui permet aux aliments de passer dans le bulbe et bien sûr dans le duodénum. La transition entre une muqueuse œsophagienne et gastrique est appelée la ligne Z. Ça, c'est une ligne Z. Hein. Donc, ce que vous voyez là, la ligne qui différencie entre les deux types de muqueuses, c'est vous avez une muqueuse malpighienne, une muqueuse glandulaire ou la cylindrique. Donc là, cette ligne, ça c'est la ligne Z. Quand on fait une endoscopie, on voit par la ligne Z à 40 cm des arcades dentaires. Donc vous voyez ici donc la différence. Donc c'est une zone de transition. Donc muqueuse œsophagienne et muqueuse gastrique. Là, pour l'endobrachioœsophage, c'est la conséquence d'un long passé de reflux. Donc, vous aurez, c'est une lésion précancéreuse. Donc, voilà un aspect. Donc, vous avez la ligne Z qui est là. Donc, ça, c'est une ligne Z. Et là, vous avez une couleur qui vire vers l'orange. Et quand on a cet aspect, on suspecte un œsophage de Barrett ou bien l'endobrachioœsophage. On doit faire des biopsies, envoyer en anapathe et attendre les résultats. La hernie hiatale, vous allez avoir ce cours, mais je vais vous expliquer rapidement. Vous avez une hernie hiatale par glissement, une hernie hiatale par enroulement. L'hernie hiatale par glissement, c'est le passage d'une partie de la muqueuse gastrique à travers le hiatus diaphragmatique. Donc, il y a une partie qui passe. Mais pour la hernie hiatale par enroulement, vous avez, là on parle de muqueuse, mais pour le roulement, une partie de l'estomac qui passe. Donc vous aurez deux lobes, donc l'œsophage par là, et vous aurez une hernie, une poche gastrique qui est passée à travers l'hiatus. Ça, vous allez le voir en détail dans le cours. Toutes les parties, ça c'est important, toutes les parties de l'estomac doivent être examinées grâce aux possibilités de béquillage. On a parlé de béquillage qui permettent à l'endoscope d'aller à droite, à gauche, en haut et en bas. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de zone aveugle à l'endoscopie. Donc votre endoscope, il permet de voir toutes les parties de l'estomac. Donc la grosse tubérosité, la grande courbure, petite courbure, l'antre, le fundus, tout ça, on peut le voir grâce à notre endoscope. Le fundus, donc je rappelle, l'antre avec le pylore, le fundus, entre les deux, entre le fundus, vous avez une zone de transition qu'on appelle antrophendique, la région antrophendique. Donc là, c'est on appelle ça angulus. Donc le fundus et l'antre sont séparés par la région angulaire. Donc voilà. Donc si vous faites, par exemple, en endoscopie, ce qu'on fait, donc après avoir exploré la grosse tuberosité, on ne peut pas la voir directement. Donc ce qu'on fait, on retourne l'endoscope grâce au béquillage, donc position maximale,
c'est comme si on regardait vers le haut. Donc, on voyait, si on regarde vers le haut, on va voir la grosse tubérosité. C'est à ce moment-là, avant d'arriver au niveau de la grosse tubérosité, pardon, donc on aura l'angulus qui fait transition entre l'antre et le fundus. L'endoscope examine les parois antérieures, postérieures et toutes les courbures, grandes courbures, petites courbures. Il permet aussi de voir le péristaltisme. Donc, pourquoi le péristaltisme en endoscopie est important? Parce qu'il y a certains cancers qui sont infiltrants, donc ils l'infiltrent. On n'a pas un processus qui est bourgeonnant ou végétant. Donc, c'est un cancer qui infiltre la paroi gastrique. Et quand il infiltre la paroi gastrique, l'estomac perd son péristaltisme. Donc, on voit un estomac atone. Quand on reste 2-3 minutes à regarder l'estomac et on voit que l'estomac ne bouge pas, eh ben, le premier diagnostic à évoquer, c'est les cancers infiltrants et on appelle ça les linites gastriques. Donc, vous allez les voir. Et de très mauvais pronostics. Et ça peut se voir à tout âge, hein, donc sujet âgé, sujet jeune. Donc c'est pour ça que le temps endoscopique, il n'est pas dédié qu'à la recherche de lésions, mais on doit voir est-ce que votre estomac se contracte ou pas. On peut vérifier aussi grâce à l'endoscope le lac muqueux. Le lac muqueux à l'état physiologique, il est clair. Donc ce lac muqueux, il peut être hémorragique s'il y a une hémorragie digestive. Il peut être biliaire s'il y a de la bile, il y a un reflux bilieux. Donc, l'endoscopie, vous voyez qu'on peut tout faire. Là, on est en rétrovision. Je vous ai dit qu'on fait remonter l'endoscope, l'extrémité distale de l'endoscope au maximum. Et si on fait ça, on aura cet aspect. Donc, on va regarder l'endoscope qui rentre dans l'estomac, qui fait carrément un crochet pour voir ce qui se passe en haut. Ça, c'est la partie fundique. Maintenant, le passage à travers le pylore, il permet de voir le bulbe et le duodénum. Donc, je vous ai dit au début qu'on peut aller jusqu'à troisième duodénum. Et vous voyez, chaque partie a sa spécificité. Là, vous avez des valvules connivantes. Donc, ça, c'est les valvules connivantes qui permettent l'absorption des aliments. Donc, ça, c'est le bulbe. La première partie du duodénum, ça, c'est le bulbe. Et si on dépasse cette zone, donc on tombe sur le duodénum. Donc, on peut voir, chercher les pathologies, voir est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il n'y a pas de lésion. La papille est située, donc la papille, c'est quoi la papille? La papille, c'est une zone où convergent. Vous avez la voie biliaire principale et le versung. Donc, cette zone, là où les deux canaux se rejoignent, on appelle ça le sphincter d'Oddi. Donc, sur le plan endoscopique, on la voit comme une papille. Donc, on parlera de ça alors. Donc oui, très bien. Eh ben, on continue. Désolé, j'ai perdu ma connexion. Donc la papille, j'ai dit que ça permet aux sécrétions biliaires et pancréatiques d'être diversifiées déversées dans le duodénum. Et pour aller explorer cette papille, il nous faut un endoscope à vision latérale parce que elle est en D2, elle est latéralisée au niveau de D2.
Donc, chose très importante, donc toutes les zones suspectes doivent être biopsiées en endoscopie, tout simplement. Donc, il y a certains, surtout au niveau de l'estomac, au niveau de l'œsophage. Donc, au niveau de l'estomac, c'est une question qui revient à chaque fois. Est-ce qu'on fait des biopsies au niveau de l'estomac ou pas? Oui. Quand vous avez un ulcère au niveau de l'estomac, il faut faire des biopsies. Pourquoi? Parce que vous avez des cancers qui peuvent prendre l'aspect d'une banale ulcération. Donc, au niveau de l'estomac, il faut faire des biopsies, mettre un traitement, attendre les résultats de la biopsie. Maintenant, si c'est bénin, donc on fait un contrôle endoscopique après la fin du traitement. Si c'est malin, ça c'est un autre chapitre. Donc, c'est un cancer qu'il faut prendre en charge. Maintenant, pour les ulcères au niveau du bulbe, on ne fait pas parce que les ulcères au niveau du bulbe ne se dégénèrent jamais. Donc, il n'y a pas de dégénérescence des ulcères bulbaires. Contrairement, ce n'est pas un ulcère peptique qui va dégénérer, mais c'est un cancer qui prend l'aspect d'un ulcère. Donc, il faut garder cette règle en tête. Toutes les zones suspectes doivent être biopsiées. Les principales lésions qu'on peut observer au niveau de l'œsophage, donc vous avez l'hernie hiatale, donc voilà, donc c'est une poche qui passe à travers le hiatus diaphragmatique. On peut avoir des œsophagites qui sont en rapport avec, il y a un cours dédié à ça, qui sont en rapport avec un reflux acide, donc ça va créer des lésions longitudinales qui peuvent être confluentes ou pas, ou bien une seule lésion longitudinale. On peut avoir l'endobrachiosophage. Donc, endobrachiosophage, donc c'est une lésion, on a parlé de ça, donc la conséquence d'un long passé de reflux. Les œsophagites caustiques, après que le patient ait ingéré un produit caustique, que ce soit acide ou basique, donc l'endoscopie doit se faire dans les 24 heures. Les cancers de l'œsophage, donc carrément, vous voyez des bourgeons, donc il y a des bourgeons, carrément. Donc, on a un aspect endoscopique d'un processus. Quand on met sur le compte rendu, on n'a pas le droit de dire carcinome malpigien ou l'adénocarcinome. Donc, on met processus tumoral bourgeonnant ou la ulcéré. Ou là, on fait des biopsies et on attend les résultats d'un APAT. On peut voir aussi les varices œsophagiennes. Donc, c'est des varices qui se voient chez le patient sérotique. Le syndrome de Mallory-Weiss, c'est quoi? Donc, c'est un patient qui vomit beaucoup, donc il peut faire péter, ou là, il y a une déchirure qui se voit après des efforts de vomissement. Ce qui est bien, c'est que l'évolution, elle est favorable dans plus de 90%. Les déverticules œsophagiens, donc voilà la lumière œsophagienne, et par là, vous avez un déverticule, donc un aspect, un trou, donc vous avez un déverticule au niveau de l'œsophage. Les anneaux œsophagiens, donc conséquence d'une fibrose qui se développe l'œsophage par rapport à certaines pathologies, maladies de système. Il y a des fois où ils ont fait des ligatures de l'œsophage à la longue, on a une fibrose, donc les anneaux vont se former. Pour les lésions gastriques, on peut avoir des ulcères gastro-duodénales, donc voilà, tout ce qui est en blanc, c'est de la fibrine. On peut avoir l'aspect d'une gastrite aiguë ou chronique, donc c'est des zones congestives sur une muqueuse saine. Un cancer de l'estomac, donc c'est bourgeonnant, donc vous voyez les tumeurs bénignes de l'estomac, on peut avoir des polypes, plein de pathologies. Les lésions induites par l'aspirine et les ANS, donc vous voyez que ça peut être à l'origine de plusieurs érosions ou bien ulcérations. Voilà les dégâts que peut causer l'aspirine et l'ANS au niveau de l'estomac des patients. Maintenant, on va parler un peu des complications de cette endoscopie. Je l'ai dit dès le début.
Donc, il reste invasif, il peut être à l'origine non intubé. Donc, on a une partie qui peut passer à l'inhalation, les troubles de rythme, les hémorragies donc vous êtes sur un diverticule, si vous pouvez dans le médiastin, incarcéré. Donc, on ne peut pas le retirer, il est là. Des fois, donc il faut l'intervention de quelqu'un qui a de l'expérience ou certains, bon, personnellement, on n'a jamais eu ça, mais ça peut exister. Vous avez aussi le risque infectieux, donc infection par les germes endogènes. L'acte endoscopique provoque très souvent un passage transitoire des propres germes du patient dans sa circulation, c'est-à-dire bactériémie, quand vous faites des biopsies, donc il y a une partie des bactéries qui passent, mais c'est pas vraiment significatif. Donc c'est dangereux chez les gens qui ont des valves. Donc quelqu'un qui a une valvulopathie, donc ce qu'on fait, on donne un antibiotique 30 minutes avant l'acte et on garde une perfusion. Ça, c'est pour protéger les patients. Le risque infectieux exogène, le matériel endoscopique peut être le vecteur de transmission d'infection d'un malade à l'autre. C'est pour ça que maintenant, il y a des normes internationales pour la désinfection d'endoscope. Donc, on ne peut pas retirer un endoscope d'une bouche d'un malade et le mettre directement dans la bouche d'un deuxième malade. Donc, il passe par un processus de désinfection. Donc, on lave, on nettoie et on le met dans un liquide désinfectant afin d'éliminer tous les risques infectieux. Et maintenant, on parle de minimum un quart d'heure. Hein. Donc, minimum, l'endoscope doit rester dans ce liquide donc, il faut voir plus pour essayer. Je vous montre quelques images. Donc, on met l'endoscope dans cette machine et on met les différents produits. Donc, là, il y a 3 produits. Un qui nettoie au début, un antiseptique, par la suite un désinfectant. Il ne faut pas oublier le risque infectieux pour le personnel soignant, donc d'infecter, ou lors d'une procédure de nettoyage matériel. Donc, ça peut se voir. Les pinces à biopsie, tout ça doit être nettoyé. Et ailleurs, dans les pays où ils sont plus riches, il y a maintenant le matériel à usage unique. Donc, on utilise une pince à biopsie une fois et on la jette carrément, chose qui n'existe pas en Algérie. On a des instruments réutilisables, donc parce que les instruments, ça coûte trop cher. Maintenant, on passe à la voix basse. Je reviens. Le premier examen à faire par voie basse, c'est l'anuscopie. L'anuscope permet d'explorer l'anus et le canal anal et un peu du bas rectum. Donc, vous voyez que c'est un tube rigide. Donc, il est utilisé en proctologie et c'est un geste que même un médecin généraliste doit le faire. Donc, il faut qu'il s'équipe, il faut avoir ce genre de matériel chez un médecin généraliste. Donc, car il nécessite ni préparation ni autre chose. Donc, juste connaître la technique, connaître les différents aspects à chercher. Quelles sont les indications de l'anuscopie? Donc, vous avez les rectorragie, un syndrome
rectale, les constipations sévères, pour voir ce qu'il n'y a pas de fécalome, hein, une incontinence anale, les douleurs anales, tout ça est une indication à l'anoscopie. Donc, les résultats peuvent tomber sur une maladie hémorroïdaire, une tumeur du canal anal, tube digestif, donc soit c'est des bourgeons, soit vous avez une lésion, voire aussi les stules et les abscesses. L'anoscopie n'est pas un activement, c'est une rectoscope qui permet d'aller le bas rectum. Mais pour le rectoscope, maintenant, on a un matériel qui est flexible. Hein. Donc, pour la rectoscopie, on a du matériel flexible et on a du matériel rigide. La rectoscopie peut se faire soit avec un appareil en métal rigide, soit à l'aide d'un sigmoïdoscope souple. Mais là, ça nécessite une préparation locale par lavement évacuateur. Donc, on demande aux patients de se préparer et pour cet examen, donc la position de patient, position pectorale, donc, voilà la position du patient. Les indications, vous avez une constipation surtout récente, diarrhée rebelle à la thérapie. Vous avez quelques indications de l'anoscopie, douleur pelvienne de la fosse iliaque gauche, cachexie ou anémie grave, dans le bilan d'une anémie qui ne répond pas au traitement ou d'une anémie aiguë, donc on fait une endoscopie haute et on fait de la pathologie causale. En cas d'écoulement sanglant du sang ou un écoulement purulent, on doit rentrer chez vous, il n'y a absolument rien, ce n'est pas grave, non. Donc il faut explorer ce genre de patient. Et ce qu'on peut faire lors de l'endoscopie, soit si vous avez un liquide, donc vous mettez ça, prenez ça, vous aspirez ça et vous envoyez un bactério. Donc on peut faire l'étude cytologique grâce au prélèvement cytologique, chercher les spores si vous avez une mucus glirosanglant, faire des biopsies rectales qui peuvent assurer, il y a plein de pathologies, il y a même le cancer du rectum. Vous avez la rectocolite hémorragique, vous avez la maladie de Crohn. Là, c'est des diagnostics, les cancers, ça, c'est des diagnostics qui restent histologiques. Et ce qu'on peut voir grâce à notre sigmoïdoscopie, donc les tumeurs bénignes, c'est les polypes, hein, donc c'est des polypes qu'on voit. Donc les polypes, ils peuvent être de différentes tailles ou de formes. On peut les pédiculer, un polype avec un pédicule ou bien un polype qui est sessile, donc il n'a pas de pédicule. Là, c'est ça la différence. Donc les tumeurs malignes, donc vous voyez les bourgeons, les ulcérations qui sont blanches, donc on peut les voir dans la maladie de Crohn ou les hersuages, les rectites liées aux parasites virales, donc on peut tomber sur les mêmes lésions. La tuberculose, si vous avez un bourgeon, donc vous faites des biopsies par rapport à ça, vous envoyez au laboratoire à l'anapathe et c'est l'anapathe qui va vous parler soit de tuberculose, soit de cancer ou bien d'autres choses. Les varices rectales chez le sérotique, on peut les voir. Donc c'est des varices qui sont ectopiques, qui sont exceptionnelles, mais on peut les voir. Il faut faire attention à ça. Les angiomes, c'est des malformations vasculaires qui peuvent siéger à n'importe quel endroit du tube digestif. On peut avoir au niveau de l'estomac, le duodénum, le grêle, le côlon. Les diverticules, donc vous voyez, c'est un gruyère, donc vous voyez ces trous, c'est des hernies au niveau du côlon. Donc la localisation la plus fréquente reste le côlon gauche, mais on peut les voir à droite chez le sujet
Maintenant, la coloscopie, qui est l'examen qui permet d'explorer tout le côlon et une partie des lions. Ça, c'est un examen qui est vraiment douloureux. Donc, actuellement, c'est un examen qu'on fait sous sédation. Donc, ça permet aux patients d'être à l'aise et à l'opérateur aussi. Donc, le tube est plus long. Donc, on a des tubes qui mesurent entre 1,60 m et tube qui mesure donc, je continue. Ça nécessite une préparation, un régime alimentaire de 48 heures à 72 heures, avec une préparation à prendre la veille de l'examen. Donc, vous avez soit le Fortran, soit le Picoprep. Donc, on demande aux patients de prendre ce produit. Là, pour le Fortran, c'est un sachet dans 1 litre d'eau. Ça lui fait 4 litres à boire la veille de l'examen, pour avoir une bonne préparation, et ça nous permet aussi d'explorer, de travailler sur un côlon propre. Donc voilà la position. Donc on peut le faire position dorsale, latérale gauche, ou bien sur le dos. Donc ça dépend des préférences de l'endoscopiste, et l'image est projetée sur un écran. Donc, vous voyez. Quelles sont les indications de cette coloscopie? Donc, le dépistage des polypes et des cancers chez les sujets à risque. Quels sont les sujets à risque? C'est la maladie inflammatoire de l'intestin après une évolution de 10 ans et plus. Les polyposes familiales. Quelqu'un qui a un antécédent familial de polypes ou de cancer colique. Donc, on lui indique cette coloscopie. Tous symptômes coliques persistants, surtout après l'âge de 50 ans, même chez le sujet jeune. Hein. Donc, s'il y a un symptôme qui persiste plus d'1 mois ou là, il faut aller voir ce qui se passe pour ne pas passer à côté d'un cancer, parce qu'il faut savoir que le cancer actuellement touche même le sujet âgé. Ce n'est pas la même fréquence, mais on peut avoir un cancer colique même à 25 ans, à 23 ans, donc il faut faire attention à ça. Les contre-indications, quand vous avez un état général trop précaire, donc un état général altéré, donc c'est difficile parce que c'est un examen qui est lent. Une perforation, c'est comme l'endoscopie. Quand le malade est en occlusion, quelqu'un qui présente une occlusion, donc si vous lui donnez 4 litres à boire, vous allez aggraver son occlusion, donc on ne fait pas. Et en cas de diverticulite aiguë, je vous ai montré des images de diverticulite. Je reviens pour diverticulose. Ça, c'est diverticulose. On appelle diverticulose quand elle n'est pas compliquée. Mais comme on peut avoir des complications, on appelle ça une infection, on appelle ça une diverticulite. S'il y a diverticulite, donc l'endoscopie, la coloscopie est contre-indiquée. Donc, on ne peut pas la faire. Les limites de votre examen, la mauvaise préparation, quand il y a un patient, il y a plein de selles, donc vous ne pouvez pas avoir une bonne vision de votre coloscope, donc vaut mieux arrêter l'examen et demander au patient de revenir avec une meilleure préparation. Une mauvaise tolérance, maintenant on a la sédation, donc ça c'est gérable. Quand vous avez une sténose colique, quelle que soit l'origine de cette sténose, si vous ne pouvez pas aller au-delà de cette sténose, donc on est limité. Le dolichocolon, c'est quoi? C'est un colon qui est lent. Donc, généralement, il est plus lent que l'état normal. Donc, ou bien, difficulté de débouclage. Il y a le colon ne se dessine pas. C'est pas tous les colons qui sont comme ça, hein, d'accord? Donc, comme un cadre, alors monte, voilà, c'est rapide. Non. Vous pouvez avoir des colons qui montent, par la suite, il descend là, il fait une boucle, il tourne, il vient. C'est pour ça
que c'est un examen qui reste difficile et douloureux. Donc, ça dépend de type de malade. Donc, si on ne peut pas progresser, donc, vaut mieux arrêter l'examen et reprendre le patient par la suite. La microscolie qui est rosée, elle est lisse, les vaisseaux sont visibles, donc c'est grâce à ça. Donc voilà, là on est au niveau transverse. Comment je reconnais? C'est l'aspect en triangle. Hein. Donc ça, quand on a cet aspect, là on est au niveau du côlon gauche et vous avez tout ce qui est rouge là, c'est la vascularisation, les vaisseaux qui sont visibles. L'aspect des ostrations varie d'un segment à l'autre. Ils sont rares au niveau de sigmoïde, circulaires dans le côlon gauche, triangulaires dans le côlon transverse, ainsi de suite. Donc voilà un aspect. Donc là, ici, c'est le rectum, parce que pourquoi le rectum, comment j'ai reconnu? Donc l'endoscope, là, il fait une rétrovision. Donc il fait tourner son endoscope pour voir ce qui se passe en bas dans le rectum. Là, on est au niveau côlon gauche, donc je peux dire qu'on est au niveau du côlon gauche. Là, c'est cette muqueuse que vous voyez, c'est une muqueuse iliale, donc on est dans l'ilien. Et là, c'est la valvule de Bowen. Donc voilà l'aspect de la valvule de Bowen en endoscopie. La plus profonde, c'est le sécon. Donc quand on a ça, on a une valvule, on peut cathétériser cette valvule et aller voir ce qui se passe dans l'ilien. Donc voilà des très belles images qu'on peut, si la préparation est bien, donc on peut avoir ces aspects. Pour les principales lésions observées, donc c'est la même chose qu'en rectoscopie ou en sigmoïdoscopie. On peut voir des polypes, des cancers, des ulcérations, les complications, donc accident occlusif lors de la préparation, si sténose intestinale complète, s'il y a une sténose, donc on peut faire la perforation, on peut perforer, hein, donc ça existe. Les hémorragies aussi de biopsie, l'hématome splénique, parce qu'on fait beaucoup de manœuvres, donc on peut être provocateur d'un hématome. Les accidents cardiovasculaires dépendent de l'état préalable du patient. C'est pour ça que tout patient cardiopathe, on doit avoir l'accord du cardiologue ou bien de son médecin traitant. Le risque infectieux, c'est la même chose que l'endoscopie haute. Et autre incarcération dans une hernie inguinale. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a une grosse poche inguinale. Donc, il y a une partie de côlon qui passe dans cette hernie inguinale. Donc, on peut suivre, nous, on ne sait pas, donc on suit. Et le moment où on veut ressortir avec les manœuvres, on a fait des boucles. Donc, on peut être à l'origine d'une incarcération. L'entéroscopie, le cinquième examen, c'est l'entéroscopie. C'est la seule technique qui permet d'explorer le grêle dans sa totalité. Hein. Donc, c'est un endoscope qui est très lent. C'est un examen qui peut prendre beaucoup plus de temps. Vous voyez, il est menu de 2 ballons. Donc, on gonfle. Les 2 ballons, on pousse, on gonfle, on pousse, on gonfle pour la progression. Quelles sont les indications de cette entéroscopie? C'est les hémorragies digestives occultes, une hémorragie qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, il y a une anémie. Pourquoi et on trouve pas l'origine du saignement. Donc l'entéroscopie peut diagnostiquer ce genre de pathologie. La malabsorption, quand vous avez des anomalies radiologiques au niveau du jejunum et de l'ilien distal, proximal, pardon. Donc si on peut pas les avoir par voie endoscopique haute ou la coloscopie, là, il faut faire une ilio-entéroscopie pour détecter ce genre de pathologie. Maintenant, on arrive à la CPRE, qui est la cholangiopancréatographie rétrograde par voie endoscopique, qui nécessite un endoscope à vision latérale. Mais la CPRE est différente par rapport à l'endoscopie parce qu'on travaille avec un endoscope. On a une vision de l'endoscopie, une vision, et on a besoin d'un scope. On a besoin d'une image radiologique. Donc, quand on arrive au niveau de la papille, on voit la papille. Donc, quand on envoie le fil guide pour essayer de cathétériser la voie biliaire, il faut toujours avoir un scope. Dans le scope, voilà une image d'un scope. Donc, voilà l'endoscope, comment il apparaît avec la scopie. Et là, vous avez la voie biliaire. Là, c'est une belle image. Donc, voilà la voie biliaire.
canal hépatique commun gauche et droit. Le versung, voilà, comme on le voit en scopie. Et là, ce qui est en noir, c'est un calcul. Donc, c'est un calcul qui obstrue la voie biliaire principale et c'est grâce à la CPRE qu'on pourra enlever ce calcul. Donc, on rentre. Donc, voilà un endoscope à vision latérale. Donc, vous voyez qu'on a envoyé des instruments. Ça, c'est un calcul. Il y a plusieurs instruments qui permettent de récupérer ce calcul et libérer la voie biliaire principale. Donc, voilà une autre image. Donc, la papille, le fil guide avec un panier. Donc, on accroche le calcul et on le retire. Bien sûr, on a pris le soin d'élargir la papille. Donc, on fait une coupure longitudinale avant d'augmenter la taille pour permettre le passage de ce calcul. Et on peut avoir un seul calcul comme on peut avoir plusieurs calculs dans la voie biliaire principale. Les indications de cette CPRE, c'est l'obstacle biliaire. Tout obstacle sur les voies biliaires, il faut assurer une vacuité de la voie biliaire. Il faut absolument assurer une vacuité de la voie biliaire. Donc, quel que soit l'obstacle, néoplasie ou autre, l'érythréase de la voie biliaire principale, la pathologie pancréatique non diagnostiquée par les autres méthodes d'imagerie. Je pense que c'est la seule indication. Si on ne trouve pas une solution grâce à la BDRM, l'échondoscopie, etc., donc à ce moment-là, c'est ce qui reste à viser diagnostic. Donc la CPRE diagnostic n'existe plus, mais on peut garder cette indication seulement. Les complications de cette CPRE, c'est quoi? Vous avez les angiocolites et l'endoscope est un vecteur. La pancréatite aiguë, comment? Quand on pousse le fil guide, donc on peut faire des passages dans le versung et le fait de frotter, le frottement avec l'action de frotter frottement de fil guide avec le versung, donc il peut être à l'origine du pancréatite aiguë. La perforation duodénale, on peut perforer le duodénum par la présence d'un diverticule. Infection d'un focus du pancréas. Les focus, c'est quoi le focus? C'est la conséquence d'une pancréatite stade E, par exemple. Il y a un écoulement, donc il y a de la nécrose. Donc on a cette formation de focus. Les cholécystites nécrosantes, donc quand on injecte un produit et qui passe dans la voie biliaire, dans la vésicule biliaire, quand on blesse le cystique, donc tout ça peut être à l'origine de cholécystite nécrosante. Donc vous voyez que c'est des complications assez graves. C'est pour ça que la CPRE n'est plus utilisée à visée diagnostique. Donc elle garde son intérêt pour un geste thérapeutique seulement. L'échondoscopie, c'est quoi? C'est un matériel qui combine entre la vision endoscopique et la vision radiologique. Ça reste un examen dynamique. Donc, on peut voir les parois, différentes parois. Elle est indiquée au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac. On a parlé de pathologie néoplasique infiltrante au niveau de l'estomac. Là, il faut faire des biopsies importantes, mais l'échondoscopie, elle peut avoir une image typique de cette limite. Hein. Donc, c'est un aspect typique, mais il faut toujours compléter par l'étude histologique pour ça. Donc, ces principales indications, c'est le cancer. Ça nous permet de faire un bilan d'extension leucorégionale. Cancer gastrique, surtout en plus du bilan d'extension leucorégionale, elle permet de différencier une tumeur sous-muqueuse d'une compression extrinsèque. Donc, les tumeurs sous-muqueuses, donc on voit pas, on a l'impression que quelque chose pousse de l'extérieur vers l'intérieur au niveau de l'estomac, mais l'échondoscopie permet de dire est-ce que c'est une tumeur qui est propre à l'estomac ou bien c'est quelque chose qui vient en dehors de l'estomac qui pousse, qui fait compression sur l'estomac. Dans le cancer du rectum, donc l'échondoscopie, on fait de l'échondoscopie haute et basse. Hein.
Donc, elle permet au niveau du rectum de faire aussi le bilan d'extension écorégionale. Elle permet aussi d'explorer le pancréas, le canal de Versung, les voies biliaires. Donc, c'est le meilleur examen pour explorer la partie bilio-pancréatique. La laparoscopie, c'est quoi? C'est faire des trous dans l'abdomen et envoyer un tube. Hein. Donc, vous voyez là, voilà, on introduit, on fait un trou et on envoie. On va voir ça lors du dernier cours, hein, tuberculose. C'est la seule indication qui reste pour la laparoscopie. Donc, on fait un trou et on envoie un tube dans le péritoine à la recherche des lésions qui orientent vers la tuberculose. Donc, permet d'explorer le péritoine et des organes. On peut voir le foie aussi. Hein. Donc, quand on fait un trou, on peut voir l'examen réalisé à l'aide d'un endoscope rigide introduit par un orifice dans la paroi abdominale après réalisation d'un pneumopéritoine. Un autre matériel, c'est la vidéocapsule endoscopique. La vidéo, bon voilà une vidéocapsule. Donc on demande aux patients d'avaler cette gélule avec une gorgée d'eau. Et grâce à un logiciel, donc on peut suivre la progression de cette caméra à travers, elle ne trouve pas d'intérêt dans l'œsophage parce qu'elle descend rapidement au niveau de l'estomac aussi, mais elle garde une grande indication dans l'exploration du grêle. Donc, ça permet d'envoyer des centaines d'images par seconde. Hein. Et après, on va interpréter image par image à la recherche de pathologie. Donc, ça aide beaucoup dans l'exploration du grêle. Maintenant, on a terminé avec le chapitre endoscopie digestive diagnostique. On va parler un peu de ce qu'on peut faire avec un endoscope à visée thérapeutique. Donc, à visée thérapeutique, ça, les dilatations mécaniques, dilatation pneumatique dans la pathologie du cardiaque, alasie du cardiaque, et vous avez les dilatations grâce aux bougies de Savary. C'est des bougies avec différents diamètres allant de 5 mm jusqu'à 14, un peu plus. Donc, ils trouvent leur indication dans les sténoses caustiques. Après un long, donc le cours parmi les complications d'ingestion de produits caustiques. Donc, vous avez les sténoses caustiques. Les sténoses caustiques, la dilatation pneumatique, elle est dangereuse. Donc, on contrôle pas. Donc, on peut être à l'origine d'une perforation, mais les bougies de Savary, donc après un transit du grêle, on envoie bougie par bougie. Donc, on voit si l'endoscope adulte passe, donc on met une bougie qui est un peu de taille supérieure par rapport à l'endoscope adulte. Donc, on peut contrôler notre geste. Vous avez aussi les sténoses radiques, post-radiothérapie, post-sclérothérapie, néoplasique. Donc, tout ça, ce qu'on peut faire aussi en endoscopie, c'est prothèse œsophagienne. Quand vous avez un œsophage qui est fermé par un cancer, quand il est fermé, il y a un bourgeon qui ferme, le patient ne mange pas, on peut pas l'opérer, il est à un stade avancé. Donc, la prothèse, on place la prothèse, ça permet d'ouvrir l'œsophage et elle permet au patient lui permettre de manger. Donc, c'est important pour quelqu'un qui a un cancer, c'est important qu'il mange. Même sur le plan psychologique, ça joue un rôle très important par rapport à quelqu'un qui est condamné ou bien pour l'alimenter. Vous faites jejunectomie d'alimentation. Les patients, quel que soit le stade de cancer, a besoin du goût, de goûter ce qu'il prend comme. C'est important. Ça joue sur le plan psychologique. Donc, ça nous permet de poser ça. Tout ça, c'est grâce à l'endoscopie. Les techniques d'endoscopie qui permettent donc je continue. Pour les tumeurs avec une obstruction, ça nous permet la photocoagulation en laser, l'électrocoagulation en plasma argan.
Ça permet de désobstruer les lésions et ça permet aussi de traiter les angiodysplasies qui peuvent causer des saignements importants avec une perte d'hémoglobine, 2-3 points et des fois des situations plus graves. Donc, l'extraction de corps étrangers, donc on a un matériel aussi pour extraire certains corps étrangers. Donc, vous voyez, il y a des pièces de monnaie, des piles, les dentiers. On a eu un patient qui a avalé sa brosse à dents. Donc, on peut tout voir, hein. Donc, on a ce qu'il faut comme matériel pour l'extraction de ces corps étrangers. La polypectomie, donc résection de polypes, donc on a l'instrumentation, ça nous permet, ça je passe rapidement, parce que c'est des cours que vous allez revoir dans la polypose. On va vous expliquer comment on fait une résection de polypes. Donc c'est grâce à des anses diathermiques, une anse qui est liée à un cure-dent. Voilà le type de polype qu'on peut tomber, c'est des lésions précancéreuses. Donc, on n'a pas le droit de faire des biopsies sur ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut réséquer, couper ici et envoyer en anapathe. Donc, ça ne sert absolument à rien de faire des biopsies, attendre l'anapathe, faire des résections, l'anapathe. Donc, vaut mieux, dès le début, comme on connaît leur évolution vers les cancers, donc je préfère couper ce polype et l'envoyer pour une étude anapathe. Vous avez des polypes, là on appelle ça, quand il y a un pédicule, c'est des polypes pédiculés. Et quand il n'y a pas de pédicule, c'est des polypes sessiles. Donc sessiles, voilà. Donc comment on enlève ce genre de polypes? On injecte, donc voilà, une seringue, sérum adrénaliné. Il permet de surélever cette lésion et grâce à l'anse diathermique, on peut la couper et la récupérer, envoyer en anapathe. On peut faire des gestes d'hémostase. Bon, pour chez les varices œsophagiens, chez le sérotique, donc elles peuvent causer des hémorragies très importantes, des hémorragies fatales. Donc, on fait de la ligature, donc le varice, on aspire la varice et on l'arque des élastiques. Ce que vous voyez en noir, c'est des élastiques. Pour les varices gastriques, on injecte dans la varice de la colle qu'on appelle histoacrine ou bien la colle biologique. Donc, pour les varices œsophagiens, c'est la ligature élastique et pour les varices gastriques, c'est la colle biologique ou bien l'histoacrine. Au niveau de l'estomac, donc, il y a aussi les gestes d'hémostase. Quand vous avez un ulcère qui va saigner, qui saigne, donc il y a une classification de Forest qui va classer saignement Angers en MAP. Donc, on peut assurer l'hémostase grâce à l'endoscopie, soit des injections hémostatiques locales, sérum adrénaliné, de l'alcool, ou bien mettre un clip. Ça, c'est une image d'un clip, hein. Donc, on peut mettre un clip afin d'arrêter le saignement. La sphinctérotomie endoscopie, c'est une partie intégrante de la CPRE. C'est quoi? Donc, on a un instrument qui permet d'élargir un peu la papille. Donc, on coupe un peu la papille pour permettre d'évacuer le calcul si ce calcul ne passe pas par la papille normale, donc à une taille normale. Donc, on doit faire une coupure pour permettre au calcul de passer dans le duodénum. La gastrostomie endoscopique percutanée, c'est quoi? C'est une technique qui permet au patient de manger. Donc, on peut lui faire placer une sonde directement dans l'estomac et on injecte ce qu'on veut. Donc, il y a un tube qui sort carrément de l'estomac. Donc, vous voyez, on cherche la transillumination, la lumière, l'endoscopie en bas. Donc, c'est une aiguille qui vient de l'extérieur vers l'estomac. Donc, on pousse et au final, on aura cet aspect, donc il y a un tube. Ça, c'est une indication pour les patients comateux, pour les patients qui ont un trouble de la déglutition, pour des patients où il faut qui perdent carrément l'appétit. Hein. C'est des gros patients, donc ça aide aux patients de garder un BMI correct et on peut faire passer ce qu'on veut, les médicaments, l'alimentation, il faut qu'elle soit vraiment mixée pour la faire passer et ça on le fait
Et pratiquement, c'est un geste qui, si on calcule la durée de geste, c'est entre 5 à 10 minutes, pas plus. Hein, c'est rapide. Et une fois qu'on termine, le patient peut rentrer chez lui. Contrairement à une jéjunostomie d'alimentation, il faut un bloc opératoire, une anesthésie générale. Là, on a besoin d'une simple sédation. Et pour la jéjunostomie, il faut que le patient reste hospitalisé au niveau du service. Par contre, pour la gastrostomie endoscopique, une fois terminée, donc le patient rentre chez lui. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi en endoscopie par voie basse? Le traitement instrumental des maladies hémorroïdaires. Donc, on peut ligaturer la maladie hémorroïdaire. Vous allez voir ça dans le cours. Il y a certaines indications dans la maladie hémorroïdaire interne, le stade 2 et stade 3, donc il faut un élastique. Donc, injection de sclérose. Donc, ça, c'est une technique qui est abandonnée. L'infrarouge, quand vous avez une maladie hémorroïdaire 1, donc on peut faire plein de choses grâce à cette endoscopie avisée, que ce soit diagnostique ou thérapeutique. Donc je vais essayer de voir, il y a aussi la stomie qui crée une lésion par l'évacuation des selles, je crois. On ne parle pas de stomie, là on est en train de parler de ce qu'on peut faire en endoscopie. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions ou bien je vais contacter le docteur Guilmami pour qu'elle réponde, mais je pense qu'on a perdu les questions. Vous pouvez reposer vos questions. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions pour mon cours? Donc, je vais demander à docteur Guilmami de se reconnecter. Pourquoi on préconise la position décubitus latéral gauche? Parce que c'est une position de sécurité pour ton patient et ça permet, on est plus à l'aise pour l'endoscopiste, il est plus à l'aise. C'est sécurité pour le patient et l'endoscopiste est à l'aise. Donc, on reconnaît mieux la progression. Pourquoi un hématome au cours de la coloscopie, hématome splénique? C'est en manœuvre, donc c'est pas un endoscope, donc on est des fois obligé de faire je sais pas comment expliquer ça, faire des manœuvres pour la progression. Et les manœuvres, l'endoscope, il peut boucler, donc il fait une boucle. Le fait de tirer ou de progresser avec une boucle, on peut être à l'origine d'un hématome. L'entéroscopie se fait par voie haute ou par voie basse? C'est par voie haute. C'est par voie haute où des fois il y a certaines indications. Oui, on peut en bloc opératoire. Donc envoyer un endoscope par voie haute et un endoscope par voie basse pour essayer. Et tu as deux opérateurs avec l'aide de chirurgien qui va ouvrir et enfiler le grêle sur les endoscopes. Docteur, c'est quoi la différence entre la sédation et l'anesthésie locale? C'est un gel qu'on demande au patient d'avaler. La sédation, c'est des drogues qu'on injecte, le patient dort complètement. Il dort complètement. Est-ce que la vidéocapsule existe en Algérie? Oui, ça existe, bien sûr. Ça coûte cher, mais ça existe. Quand on incise la papille du sphincter d'Oddi, y a-t-il des complications possibles? Oui, le saignement. Donc, ça peut saigner abondamment, mais on peut arrêter le saignement. En cas de perforation digestive, quel sera l'examen nécessaire? Si tu suspectes une perforation, il faut un scanner. Maintenant, les recommandations parlent de scanner. Si on suspecte une perforation lors d'un examen endoscopique, un scanner pour confirmer la perforation et bloc opératoire. En cas d'estomac plein, avant l'endoscopie, peut-on pratiquer un lavage gastrique? Bon, c'est surtout l'érythromycine. L'érythromycine, c'est une bonne idée. Le lavage gastrique, on n'est jamais sûr que ton estomac est bien préparé. Mais si tu injectes l'érythromycine 1 heure avant ton examen, tu es sûr que, parce que c'est un puissant prokinétique, tu es sûr que tu vas avoir un estomac propre. Ou on peut causer des traumatismes
avec l'endoscope, pourquoi les troubles de l'ostase ne sont pas une contre-indication? Bon, j'ai dit à visée diagnostique. À visée diagnostique, c'est pas une contre-indication parce que tu vas rien faire. Tu vas rentrer dans un orifice qui est creux, tu progresses au contrôle de la vue, donc tu sais ce que tu fais. Maintenant, si tu fais des gestes, maintenant, même pour la biopsie, elle n'est pas contre-indiquée. Si tu as un taux de plaquettes qui est supérieur à 50 000, maintenant, s'il est inférieur à 50 000, il faut se poser la question. Là, c'est au cas par cas, hein. Donc, on dit pas que maintenant pour la sphinctérotomie, c'est une contre-indication. Pour les biopsies, c'est pas une contre-indication. Contre-indiqué pour la biopsie seulement risque hémorragique. Non, maintenant, c'est pas vraiment une contre-indication. Donc, si tu vois, tu fais un premier passage pour les biopsies. Si tu vois que ça saigne beaucoup, tu t'arrêtes, tu laves. Maintenant, si ça nécessite de poser un clip, tu poses un clip. Et ça te permet une gastrostomie, pas une stomie. Tu as un endoscope, donc un opérateur, il fait une endoscopie et un opérateur, j'ai montré des images, donc tu as un opérateur qui va travailler, j'ai dit que à travers la paroi abdominale, et tu as une vision, la transillumination, tu éteins la lumière. Avec l'endoscope, il y a une lumière. Si tu vois la lumière, ça veut dire que tu es sur l'estomac et tu vas faire ton incision en direction de cette lumière. Comment peut-on détecter une occlusion intestinale pour éviter les complications de la préparation? Déjà, tu as ta clinique. Tu as la clinique, l'arrêt des matières et des gaz. Donc, si tu as un arrêt des matières et des gaz, tu ne vas pas lui donner une préparation pour la coloscopie. Maintenant, ton patient, il peut faire des syndromes subocclusifs. Donc, il y a de l'occlusion, il évacue pas ses gaz. Tu le gardes en observation. Après, il y aura un dépâcle théorique avec des gaz. Si tu as ça, tu dois faire attention à ta préparation. Mais surtout la clinique. Maintenant, s'il est au stade d'occlusion, tu as la clinique et tu confirmes par un scanner. Non, mais sans biopsie, on a dit que les complications de la colo, par exemple, c'est la perforation, donc il y a risque de saignement. Non, si tu perfores, on ne parle plus de saignement. Perforation haja et saignement haja. Le coloscope ne provoque pas de saignement. Il peut être à l'origine de perforation. Maintenant, pour les saignements, c'est les biopsies, c'est la résection de polypes, c'est ça qui peut provoquer un saignement. Toutes ces explorations, à part l'endoscopie œsophagienne, nécessitent une anesthésie. L'anoscopie ne nécessite pas d'anesthésie. La rectoscopie ne nécessite pas une anesthésie. La sigmoïdoscopie aussi. Donc, pour l'endoscopie, parce que maintenant, il faut penser aussi aux malades. Donc, tu vas pas faire un malade s'il est intolérant à l'endoscopie, tu dois l'endormir pour lui faire son geste. Et on peut se permettre de quelqu'un la sédation indique. C'est une mini anesthésie générale. Hein. Donc, une fois qu'on termine, le patient se réveille. C'est quoi une stomie? J'ai déjà expliqué ça. Je vais pas. Ça, tu poses la question au niveau de ton terrain de stage. Hein. On a parlé de gastrostomie. Je t'ai dit qu'on passe à travers l'abdomen. Maintenant, si tu veux savoir c'est quoi une jejunastomie d'alimentation, donc on ouvre, on prend une anse et on raccorde cette anse à la peau, on fait ressortir une sonde à travers laquelle le patient peut manger. Peut-on remplacer la coloscopie par le scanner avec injection de produits constricteurs? Non, il y a le coloscan. Mais le problème pour le coloscan, à visée diagnostique, oui, mais si tu trouves un polype ou un cancer, tu dois faire la coloscopie pour avoir un diagnostic histologique. Donc, tu ne peux pas remplacer une coloscopie par un scanner ou un coloscanner. Non, non, monsieur. Pour la laparoscopie, anesthésie générale ou sédation. Donc, généralement, on l'a fait sous sédation. Hein. Donc, sédation, le patient est endormi par des drogues. Hein. On ne va pas lui injecter de sérum physiologique. C'est par des drogues. Il dort carrément. Il ne ressent absolument rien. Donc, tu travailles à l'aise. Est-ce qu'on peut réaliser une endoscopie sur un patient intubé? Bien sûr, tu as une même position dorsale, hein, parce que tu as les voies aériennes qui sont protégées. Toi, tu passes dans l'œsophage.
Aniscopie ne permet pas d'objectiver une thrombose hémorroïdaire. Bien sûr, thrombose hémorroïdaire externe, tu la vois en inspection. Tu vas pas faire tu vas pas faire une aniscopie pour voir une thrombose hémorroïdaire externe qui est à l'extérieur. Donc c'est juste, tu écartes bien la marginale et tu peux tomber sur une thrombose. Maintenant, si tu parles de la thrombose hémorroïdaire interne, là, il faut faire une anoscopie.